Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Ortho-Sereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Entre deux séances. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche 15 mars pour ce 9e épisode. J'espère que votre semaine s'est bien passée. La mienne était plutôt bonne. J'ai l'impression de vous dire ça toutes les semaines, mais tant mieux en même temps. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah rien de plus. On va démarrer. Donc comme d'habitude, ce podcast est sans montage, sans coupage. Pas de bullshit, que de l'authentique. Je vais commencer par vous parler de ma semaine. J'ai quelques petits trucs à vous dire. Ensuite, on va aborder 3 sujets pour les sujets de la semaine. Et pour terminer, je réponds à vos questions qui ont été assez nombreuses encore une fois cette semaine. Donc, c'est parti. Donc, la semaine 11 s'achève. On est dimanche, donc c'est bientôt la fin de cette semaine. Pour lundi, j'ai pas grand chose à dire. Il s'est rien passé. J'ai juste envoyé une newsletter aux personnes qui ont acheté le Tracker 2.0 parce que je suis sur son amélioration. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais je suis sur l'amélioration du Tracker 2.0. Je me casse un petit peu la tête, je m'arrache les cheveux parce que j'ai envie de faire un truc vraiment quali, mais je sens que j'ai pas les compétences pour aller aussi loin que je le veux. Donc, je travaille dessus. Je travaille dessus, ça avance doucement mais sûrement. J'essaye de répondre aussi aux attentes de ceux qui ont déjà acheté le tracker et de coller de plus en plus proche de leurs attentes pour cette nouvelle version qui sortira je ne sais pas quand. Peut-être jamais. Enfin, j'espère quand même que j'arriverai à sortir quelque chose, mais voilà, c'est tout ce qui s'est passé lundi. Après, j'étais au cabinet, rien de spécial. Pour mardi, j'ai 4 patients à domicile jusqu'à 14h. Et l'après-midi, j'ai toujours environ entre 7 et 8 patients, on va dire. Et ce mardi-là, j'ai eu 4 absents sur 7. Je sais pas ce qui s'est passé, ils étaient tous malades, il y avait des problèmes, etc. Et ça m'a encore plus confortée dans le fait de travailler avec Laura, du coup la secrétaire indépendante de Charlie. Donc je vous en avais parlé la semaine passée, il me semble, dans le podcast. Ça m'a confortée encore plus dans le fait du coup de travailler avec Laura pour vraiment me décharger mentalement de ça. Parce que en soi, juste, ils viennent pas. Mais essayer de rattraper les séances, trouver une date à laquelle ils peuvent venir, recevoir les SMS pour dire qu'ils sont absents, ça me saoule. Enfin, vraiment, c'est un petit peu prenant. Donc là, j'ai très très hâte que la collaboration avec Laura commence. Et bah, c'est demain, du coup, que ça commence. Donc voilà. 4 absents sur 7 mardi, ça m'a un peu saoulée. Je sais pas si vous aussi en ce moment c'est le cas ou si juste j'ai pas eu de chance ce jour-là parce que tout le reste de la semaine, j'ai vraiment pas eu d'absents. Lundi, c'était une journée bien, bien remplie. Mercredi aussi. Je sais pas ce qui s'est passé mardi. Sur les 7 patients que j'ai au cabinet, 4 d'absents. Mercredi, eh ben, c'était une bonne journée. J'avais fait des crêpes pour mes collègues, donc j'avais ramené des crêpes. Et j'ai ma collègue Camille qui est rentrée en France, qui était bloquée à Dubaï, la pauvre, à cause de la guerre en Iran et de tous les dommages collatéraux que ça peut avoir. Donc ma collègue Camille est enfin rentrée en France, je suis super contente parce que j'étais vraiment inquiète pour elle. J'avais peur qu'elle puisse pas rentrer ou qu'elle soit bloquée très longtemps. Je pense que psychologiquement c'est pas facile non plus de vivre ce genre de choses, donc voilà, elle est rentrée, c'est vraiment un soulagement je pense pour tout le monde et tout son entourage. Voilà. Jeudi, rien de spécial, ma journée à domicile, si ce n'est que j'ai fait un bilan de déglute le midi et ça m'intéresse d'en parler avec vous parce que si jamais vous voulez rebondir sur ce que je vais vous dire, mais ce bilan particulièrement de déglute, j'ai l'habitude d'en faire, j'en ai déjà fait plusieurs à l'EHPAD, mais ce bilan de déglute m'a je vais pas dire qu'il m'a secoué, mais qui m'a fait me poser des questions. Et du coup, je voulais vous en parler un petit peu. J'essaie juste de retourner sur la fiche patient pour voir l'âge de cette dame parce que ça a quand même son importance dans ce que je vais vous raconter. Mais, je l'ai pas. Euh, c'est une patiente qui, il me semble, a quand même déjà 90 ans. Il me semble donc assez avancée dans son parcours de vie et dans l'âge, qui est du coup à l'EHPAD.
et qui a une pathologie Parkinson assez avancée, ne serait-ce que niveau physique, elle est en fauteuil, etc. C'est un peu compliqué au niveau de l'autonomie. Et elle avait une sonde une gastro, je sais jamais les noms. Elle était sondée au niveau gastrique ou au niveau entéral, je sais plus. Donc elle avait des apports nutritifs par la sonde, mais elle mangeait aussi Péros. Je ne sais pas pourquoi elle était sondée, je me souviens plus. Elle mangeait aussi Péros, donc par voie orale, pour garder l'alimentation plaisir et pour avoir... En fait, ce qu'elle avait en sonde, c'était pour enrichir et pour apporter les nutriments dont elle avait besoin. Et l'alimentation orale, c'était l'alimentation plaisir, etc. Plus que nutritif, c'était de l'alimentation plaisir. Et il a fallu faire changer la sonde il y a 6 mois maintenant. Donc elle est allée à l'hôpital pour faire changer sa sonde et depuis ce jour-là, elle ne mange plus par voie orale. Et les soignants ne savent pas me dire ce qui s'est passé à l'hôpital. Ils comprennent pas. Ils sont même dépités parce que bah elle mangeait bien, elle venait au réfectoire, etc. Donc là, je lui ai fait un bilan sachant que ça fait 6 mois qu'elle n'avait rien mangé par voie orale. Donc j'avais quand même posé le cadre en disant je veux bien faire son bilan, sachant quand même que ça fait 6 mois qu'elle n'a pas mangé par voie orale. Il me faut un infirmier pour pratiquer une aspiration si jamais ça tourne mal. Donc on a fait le bilan, on a testé de la texture mixée. Et en fait, au premier abord, ça allait. Elle avait la voix claire et tout. J'ai vraiment donné des toutes petites doses. Je faisais des tests à chaque fois de phonation pour voir s'il y avait une voix mouillée, etc. Quand elle mangeait, ça allait. Je lui ai donné quoi, 4-5 cuillères, je pense. Et encore, les cuillères n'étaient pas du tout complètes. C'était des bords de cuillères. Il y avait une petite lichette sur chaque cuillère. Et donc je lui donne ça, on teste, elle est contente, elle me dit qu'elle aime bien, elle a l'air quand même emballée par le fait de manger par voie orale, même si elle a toujours ses apports nutritifs par sonde. Ça lui fait plaisir d'être au réfectoire et de manger quelque chose, même si c'est mixé. Parce que cette dame, du coup, ça fait 6 mois qu'elle venait plus au réfectoire. Parce que les soignants se disaient, ok, elle va venir au réfectoire, mais si c'est pour voir tout le monde manger, c'est pas cool pour elle. Et puis, d'un autre côté, quand elle est toute seule dans sa chambre et qu'elle mange pas, c'est horrible. Enfin, dans tous les cas, ils se retrouvent dans une situation indélicate, les soignants, parce qu'ils ont l'impression de faire de la maltraitance, qu'elles viennent au réfectoire ou qu'elles restent en chambre. Pour eux, c'est de la maltraitance dans tous les cas. Chacun voit midi à sa porte. Quand elle vient au réfectoire et qu'elle voit tout le monde manger et qu'elle, elle peut pas, c'est de la maltraitance. Mais en même temps, quand elle est toujours toute seule dans sa chambre et qu'elle voit personne, ça peut aussi s'apparenter à de la maltraitance. Donc c'est un peu compliqué. Bref, du coup, on fait les essais, etc. Ça va. Je prends 5 minutes pour rédiger. Et je demande toujours du coup à la patiente de refaire un ah pour voir si sa voix est claire. Et en fait, 5 minutes après l'ingestion, sa voix était mouillée, ça gargouillait. Et je me suis dit, oh là là, c'est mort, elle fait des fausses routes secondaires. En fait, elle avale pas, ou il y a trop de stase au niveau pharyngé et ça descend sur les cordes vocales. Donc j'ai dit, c'est mort. Avis défavorable pour repasser en voie orale. En tout cas, c'est mon avis. Et les soignants m'ont dit, c'est embêtant parce que la famille avait vraiment envie qu'elle repasse par voie orale, etc. Et en fait, c'est là que mon questionnement arrive, que je voulais vous partager. C'est que pour ces patients-là, c'est compliqué. Je cherche pas vraiment de réponse, c'est juste un questionnement et une élaboration de pensée. Mais pour ces patients-là, quel est le projet? Et j'en ai parlé avec les soignants, j'aurais dit, quel est le projet de vie? C'est à voir avec la famille. Si eux, ils veulent absolument que elle mange par voie orale parce que ça lui fait plaisir, parce que c'est une des dernières choses qui lui reste à cette petite dame, moi je donne mon avis défavorable, mais en fait c'est quand même eux qui décident du projet de vie. Et du coup je me dis quelle est la limite, quelle est la responsabilité de chacun. Moi je donne un avis défavorable à la reprise d'alimentation par voie orale, mais si la famille veut vraiment remettre de l'alimentation parce que cette dame elle a 90 ans, qu'elle a une maladie quand même assez avancée, elle est en EHPAD, on va pas se leurrer, je pense qu'elle va pas vivre comme ça pendant 15-20 ans. Quel est le but? Qu'elle vive pendant 10 ans en n'ayant aucun plaisir, en étant toute seule, en n'ayant qu'une nutrition entérale, ou qu'elle vive moins longtemps malheureusement et que peut-être elle parte d'une façon tragique dans le sens où elle va faire une fausse route qui va enclencher des conséquences dramatiques, ou une pneumopathie parce qu'il y aura des fausses routes secondaires, mais elle aura quand même eu du plaisir pendant quelques mois ou quelques années, si ça dure, avec une alimentation orale et de la sociabilisation réfectoire. Quel est le projet? Quelle est la responsabilité de chacun? Comment on peut baliser ça
sachant que cette dame, elle peut exprimer ses envies, mais qu'au niveau cognitif, il y a quand même déjà quelques séquelles, quelques conséquences par rapport à la maladie. C'est compliqué. C'est compliqué parce que il faudrait que ce soit la famille qui décide en ayant une décharge au niveau des professionnels. Moi, je donne un avis défavorable, mais en même temps, est-ce que la famille, du coup, va aller contre mon avis? Je sais pas. Mais c'est vraiment une question qu'on se pose et on s'est vraiment posé la question avec les soignants en se disant, bah, dans tous les cas, moi, je mets mon avis défavorable. Je vais pas mettre un avis favorable à la reprise d'alimentation péreuse parce que c'est pas du tout compatible. C'est trop risqué. D'ailleurs, du coup, j'ai mis la patiente en surveillance pendant 48 heures, de surveillance active pour voir s'il n'y avait pas une complication après la fausse route. Euh, Moi, je mets un avis défavorable, mais la famille peut quand même décider de reprendre une alimentation péreuse. Pour moi, est-ce qu'ils ont... C'est ça aussi ma question, c'est est-ce qu'ils peuvent aller à l'encontre de ça, du coup me décharger de ma responsabilité, sachant que bah, moi j'avais donné un avis défavorable, et que si ça finit mal, entre guillemets malheureusement, il n'y aura pas de responsable. En tout cas, je l'espère, parce que moi j'ai fait mon boulot. Après, si la famille décide que, je suis totalement d'accord avec ça. Moi j'ai eu une grand-mère aussi qui était à la maison de retraite, qui est décédée maintenant. Euh, Ses derniers plaisirs, c'était de lire et de manger. Et en fait, au bout d'un moment, elle arrivait même plus à lire parce que sa vue avait trop baissé. Donc un de ses derniers plaisirs, c'était de manger. En plus, ma grand-mère était du type un peu antisociale. Elle aimait pas trop qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent la voir. Les soignants, elle savait pas les blairer. Enfin, elle était un petit peu antipathique. Mais un de ses derniers plaisirs, c'était de manger. Sauf que ma grand-mère faisait du diabète. Et du coup, au fur et à mesure, il lui avait supprimé la confiture. Il lui avait supprimé le beurre. Il lui avait supprimé les yaourts sucrés, les desserts sucrés. Et en fait, avec mon père, on est allé voir les infirmiers. On leur a dit, mais en fait, c'est pas possible. Ma grand-mère, là, elle va avoir 90 ans. Laissez-la tranquille, en fait. Tant pis, elle a du diabète, tant pis. Parce qu'elle nous disait, oh bah, ça y est, ils m'ont enlevé la confiture. Ça y est, ils m'ont enlevé les desserts sucrés. Maintenant, au goûter, quand c'est des éclairs, j'y ai plus droit. Mais j'ai dit, mais c'est quand même terrible. Ma grand-mère, elle a 90 ans, elle est à la maison de retraite, elle en a plus rien à foutre de rien. Tout ce qu'elle veut, elle sait manger et avoir le plaisir de manger. En plus, on le sait que quand les personnes sont âgées, ce qui leur fait le plus plaisir, c'est le sucre. C'est un des goûts qui reste le plus longtemps et qui, me semble, se développe avec l'âge et bah, la vieillesse, je ne sais pas quel autre terme utiliser. Et avec mon papa, on était allé taper du poing chez les infirmières en disant maintenant vous arrêtez vos conneries, on s'en fout en fait, enfin, qu'elle fasse une crise de diabète ou quoi ou qu'est-ce. De toute façon, ma grand-mère, elle n'a pas envie de rester là encore 10 ans, donc donnez-lui le plaisir de manger. Et donc en fait, je comprendrais ces familles qui choisiraient de quand même réintroduire l'alimentation péreuse pour cette dame parce que c'est un plaisir et c'est un projet pour la fin de vie d'essayer d'avoir le max de plaisir possible. Mais à quel prix? À quel prix? Bah, le prix, pour moi, ça va être que cette dame, elle va faire des fausses routes secondaires, elle va peut-être souffrir, malheureusement, faire une pneumopathie, faire une fausse route catastrophique avec obstruction. Je sais pas. Je sais pas ce qui va y arriver, mais il y a quand même des hauts risques que ça finisse mal, entre guillemets. Donc voilà. Et est-ce que du coup, ça pourrait pas être considéré comme une mort, enfin, je sais pas, mort programmée ou mort intentionnelle, tu vois. Enfin, est-ce que ça peut être considéré comme ça? Je sais pas trop. Enfin voilà, ça c'était un questionnement que je voulais soulever et s'il y a des gens qui ont envie d'en parler avec moi sur Instagram, je serais vraiment contente de pouvoir débattre là-dessus parce que je me questionne beaucoup là-dessus, comme je rencontre pas mal de personnes âgées dans le cadre de mon travail. Et puis j'ai fait mon mémoire sur les soins palliatifs, etc. C'est vraiment un sujet qui m'anime. Donc s'il y a des gens qui ont des remarques ou même des expériences à partager, ça m'intéresse vraiment j'aime beaucoup de discuter de ça. Voilà pour jeudi. Vendredi, j'ai posté un concours en collaboration avec Marie Dufault, donc Marie orthophoniste. C'est pour gagner son jeu PST, donc PPST pour processus phonologique simplificateur. Si vous n'avez pas encore participé au concours et que ça vous intéresse de gagner le jeu qui travaille sur les confusions des sons sourds sonores, n'hésitez pas à aller participer sur mon compte Instagram. Regardez bien les conditions parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas les conditions. J'irai pas vous demander par message si vous avez été tiré au sort de respecter les conditions. Si je tire au sort une personne et que par exemple elle n'est pas abonnée à Marie ou qu'elle n'a pas liké le post, tant pis, je tirerai quelqu'un au sort. J'irai pas quémander en message, ben t'as gagné, mais il faudrait que tu likes le post parce que non, c'est bon, j'ai autre chose à faire.
Donc je ferai un tirage au sort jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui remplisse toutes les conditions sans que j'ai rien à demander. Et j'ai vu certaines personnes qui ont participé qui n'ont pas respecté les critères. Donc si vous voulez participer au concours, ou si c'est déjà fait, pardon, n'hésitez pas à les vérifier que vous ayez bien répondu aux critères, parce que si vous êtes tiré au sort et que vous n'avez pas respecté tous les critères de participation, bah, malheureusement, votre participation sera caduque. Vendredi après-midi, j'ai fait un visio avec le gestionnaire de patrimoine de Cap Finance. On a vu un petit peu toutes les choses à mettre en place dans le cadre de notre gestion fiscale à la maison. Donc j'ai ouvert un plan d'épargne retraite avec eux. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont venir me donner leur avis en message, en me disant que peut-être c'est de la merde ou que j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Je m'en fiche, honnêtement. Vous pouvez me donner votre avis, il n'y a pas de souci là-dessus, si c'est constructif et que c'est pas pour me tacler. Mais voilà, j'ai ouvert un PER et on a eu d'autres choses aussi au niveau perso, dont je rentrerai pas dans le détail, c'est pas forcément utile. Et vendredi soir, il y a les parents de Thomas qui sont venus nous déposer leur chien parce qu'ils sont partis en week-end. Donc, il voulait pas partir avec le chien, donc ils nous l'ont déposé. Il a passé le week-end à la maison avec nous. Donc là, il est avec moi, il fait pas de bruit, il est tout calme, il est en train de dormir. Il est pas très bruyant comme chien, c'est un chien qui aboie pas trop. Donc voilà, donc c'est cool. On a eu un petit peu une petite présence, une petite animation ce week-end à la maison. C'était sympa. Alors moi, j'adore les animaux. Quand j'étais jeune, j'ai toujours eu un chien. Une fois qu'on avait plus de chien, après on a eu des chats. J'aime beaucoup les animaux, mais je vois quand même les inconvénients. Le problème, c'est que moi, j'adorerais avoir un chien, mais je veux pas avoir les inconvénients qui vont avec. Je suis un peu comme ça, moi. Je veux le beurre, l'argent du beurre, je veux le cul de la crémière, je veux tout, et je veux pas les inconvénients qui vont avec. Et là, je me rends compte qu'avoir le chien, c'est trop bien parce qu'on va se promener, on va jouer avec lui dans le jardin, il vient faire des câlins le soir dans le canapé, etc. C'est trop bien. Par contre, il fait des conneries. Il fait des conneries. Ce matin, on était partis, on est rentré et on avait mis une barrière dans l'escalier pour pas qu'il aille à l'étage parce qu'il y a des trous dans notre escalier, il n'y a pas de contre-marche. Donc en fait, s'il passe entre deux marches, il tombe par terre. Du coup, on avait mis une barrière pour enfants en bas. Sauf que ce filou, il a quand même réussi à monter. Il est passé par en dessous de l'escalier. Je sais pas trop comment il a fait son bordel, mais il a réussi à monter. Et quand on est revenu ce matin, il était à l'étage. Et il avait pissé et tout. C'est un peu chiant quand même. Du coup, tu te retrouves à nettoyer de la pisse. Dès qu'il va dehors, il a les pattes sales. T'essayes de le rentrer, t'essayes de le stopper pour lui essuyer les pattes. Et en fait, il court entre tes jambes et il dégueulasse ta maison avec ses pattes toutes sales. Un peu chiant. Je vais pas dire qu'on est maniaque, mais bon, si mes potes m'écoutaient, elles m'enverraient un message en me disant si, t'es méga maniaque et tout. Mais purée, là, la maison, elle est sale et tout, ça me fout le seum. Ça me fout le seum, mais bon, c'est quand même trop bien d'avoir un petit chien, c'est vraiment adorable. Voilà pour vendredi. Et ce week-end, rien de spécial. On est quand même globalement resté tranquille. Hier soir, j'ai fait 10 km en nocturne, une marche de 10 km en nocturne avec une amie de ma maman. C'était super chouette. Franchement, j'étais pas convaincue de base. Pourtant, c'est moi qui ai lancé l'idée. Et à la base, on devait faire le 20 km, mais comme on avait déjà fait 20 km le week-end passé, je me suis dit non, en nocturne, là en plus, trop chiant, on va rentrer méga tard. Donc on a fait les 10 km et c'était hyper sympa. Il y avait plein de monde avec les lumières, donc quand on était de loin, on voyait plein de gens avec les lumières, c'était vraiment super joli. On est passé près d'un canal et tout, donc franchement, c'était trop cool. Voilà pour ma semaine. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Du coup, ouais, à partir de lundi, début de la collaboration avec Laura. Donc, j'ai pas mal échangé avec elle cette semaine pour des soucis d'organisation, etc. J'ai fait le transfert de ma ligne chez elle. Donc, ça y est, dès que mes patients appelleront mon numéro, ils tomberont sur Laura ou sur le répondeur du secrétariat. Et elle a pris en main tous mes plannings. Elle va commencer à bien gérer ça. Et demain, du coup, elle va faire un gros tri de ma liste d'attente. Et je sais que j'ai eu des questions par rapport à ça. On m'a demandé, mais comment ça, elle va faire un tri de ta liste d'attente? En fait, elle va rappeler tous les patients qui sont sur la liste d'attente. J'ai déjà fait un pré-tri dans le sens où j'ai mis des notes sur certaines candidatures parce qu'il y a des patients qu'on connaît, il y a des patients qui étaient déjà venus au cabinet, qui sont des lapineurs Pro Max qu'on a laissé sur la liste d'attente, mais qu'on va pas reprendre parce qu'en fait, ils nous ont trop manqué de respect et ils le savent, mais ils se sont quand même réinscrits. Donc j'ai mis des notes en disant eux, pas la peine de les rappeler, ou eux, ils habitent trop loin, tu peux les appeler en disant qu'il faut qu'ils se dirigent vers un autre cabinet, etc.
et j'avais jamais pris le temps de rappeler toute la liste d'attente pour leur dire que, bah, on les prendrait pas ou et cetera et cetera. Et du coup, Laura va faire ça pour nous, enfin pour nous, pour moi essentiellement, mais on a la même liste d'attente avec Camille. Elle va rappeler tous les patients, voir si ils sont toujours en attente d'un rendez-vous ou s'ils ont trouvé une orthophoniste ailleurs. S'ils sont toujours en attente, leur demander un petit peu leur disponibilité. Est-ce qu'ils sont flexibles ou pas? Comme ça, si jamais un jour j'ai un trou qui arrive sans crier gare, d'une heure, Laura pourra me mettre un créneau de bilan en choisissant les patients flexibles, sachant qu'elle les aura appelés, etc. Donc elle saura qui peut venir en last minute ou qui peut prendre des créneaux de bilan, mais à l'avance. Elle va s'occuper de ça, elle va s'occuper de combler mes créneaux, d'optimiser mon planning. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Je vous en ferai un retour déjà dimanche, une semaine après le début de la collaboration. Je vous donnerai déjà mon ressenti à chaud. Mais cette semaine, on a pas mal communiqué pour s'organiser et j'ai déjà trouvé ça super bien que ce soit aussi fluide et qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Je sens qu'elle a capté ce que je voulais. Je pense que j'ai capté aussi comment elle voulait travailler. On a réussi à bien s'accorder, donc j'espère que ça va bien se passer. Et du coup, je fais une petite note. Je tiens à remercier Charlie quand même pour son post là-dessus. Et bah, du coup, je lui ai clairement piqué sa secrétaire. Enfin, pas piqué, puisqu'elle elle travaille toujours avec Charlie, mais je me suis vraiment dit, genre, hop, je vais faire comme Charlie. Du coup, je prends exactement la même secrétaire qu'elle. Je vais pas chercher plus loin, je fais confiance. Et du coup, bah, Charlie, si tu écoutes le podcast, je te remercie. Et bah, évidemment, je vous ferai un retour sur ça. Voilà pour les news de la semaine. On va passer au sujet de la semaine. Et pour les sujets de la semaine, j'en ai sélectionné trois. Enfin, sélectionné. Il y en a trois qui sont ressortis cette semaine, dont je voulais vous parler. Notamment, une newsletter de la FNO qu'il faudrait que je ressorte, qui concernait les PAP. Et j'ai parlé de ça avec quelqu'un en DM et je lui ai dit, mais regarde la newsletter de la FNO parce que c'est hyper intéressant. Donc, on a reçu une newsletter de la FNO il y a 4 jours, c'était mercredi. Cadre pour la mise en place des PAP. Donc PAP, c'est les projets d'accompagnement personnalisés qui sont mis en place en milieu scolaire pour les enfants en difficulté. On nous dit que à partir de la rentrée de septembre 2026, les PAP ne nécessiteront plus d'avis médical pour dégager du temps pour les examens cliniques des élèves. Donc ça déjà c'est pas mal parce qu'on n'aura plus besoin de passer par l'avis d'un médecin. L'avis d'un médecin n'étant pas nécessaire en fait. La maîtresse à elle seule sait s'il faut mettre un PAP ou pas. Elle voit l'élève tous les jours, toutes les semaines, pendant un an, pendant des mois. Elle sait s'il faut mettre un PAP ou pas, elle le voit. Enfin, et puis bien souvent, ils sont quand même formés, je pense, à détecter les enfants avec des problématiques. Donc ça c'est vraiment pas mal. À partir de septembre, du coup, il n'y aura plus besoin d'avis médicaux. Et ils ont fait un courrier qui est téléchargeable dans le mail pour remettre un petit peu du cadre dans la mise en place des PAP parce qu'on le sait qu'il y a quand même des dérives. Donc, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que bah, déjà, il refaisait un rappel sur ce qu'est un trouble des apprentissages, à savoir qu'un trouble des apprentissages, quand même, c'est un handicap invisible, mais durable. Et en fait, les élèves qui peuvent être concernés par ce genre de handicap, enfin, les TND, donc les troubles neurodéveloppementaux, donc dyslexie, dysphasie, etc., je parle avec les anciens termes, c'est plus simple, sont des handicaps. C'est un handicap au développement correct de l'enfant, de son apprentissage à l'école, etc. Il y a des embûches, il y a des obstacles. Donc, de fait, c'est un handicap. La définition du handicap est là. Et donc, en fait, ces enfants-là doivent fournir des efforts bien plus importants que les tout venants pour essayer d'obtenir des résultats qui sont comparables aux enfants tout venants. Donc, forcément, ils ont besoin d'aménagement pour avoir une équité vis-à-vis de ces élèves qui n'ont pas de troubles des apprentissages. Donc, le PAP, il permet à tout élève qui a un trouble des apprentissages et qui rencontre des difficultés scolaires de bénéficier d'aménagements. Les aménagements, ce sont des outils pédagogiques qui sont élaborés par l'équipe éducative et en fait, ils correspondent à une réponse aux besoins spécifiques de ces élèves. La famille est en droit de demander un PAP à tout moment de la scolarité. Donc ça, c'est vraiment important de retenir, c'est que c'est pas parce que l'enfant est en quatrième, en troisième, en seconde, en première qu'il n'a pas le droit de PAP. Faut pas dire oui, il fallait le faire avant. En fait, il y a des gamins qui compensent super bien leurs troubles. À partir de la troisième, on se rend compte qu'ils n'arrivent plus à compenser et c'est là qu'il faut un PAP. Voilà, tac tac tac. Les aménagements pédagogiques, ah ça c'est très intéressant.
Ça, c'est très, très intéressant et c'est un truc dont je vous parlais, il me semble, il y a pas si longtemps que ça et je suis contente que la FNO le statut et le marque noir sur blanc. Je vais pouvoir l'envoyer aux écoles du secteur parce que vraiment, c'est très, très important. Les aménagements pédagogiques sont un droit visant à corriger une inégalité et ne doivent pas être conditionnés à une contrepartie de la part de l'élève ou de sa famille. Je répète, les aménagements pédagogiques ne doivent pas être conditionnés à une contrepartie de la part de l'élève ou de sa famille. Notamment, dans les contreparties, on peut avoir une injonction de suivi orthophonique, une transmission de documents médicaux, les bilans orthophoniques en particulier, qui sont des documents médicaux, un PPRE préalable. Donc en fait, tout ce délire de donner un bilan orthophonique pour faire un PAP, sachant qu'on est tous rentrés dans ce jeu parce que maintenant on fait des bilans pour les PAP, ce délire de le dossier MDPH ne passe pas parce qu'il n'y a pas de suivi orthophonique, ou le délire de on ne fait pas de PAP s'il n'y a pas eu de PPRE avant, c'est nul en fait, c'est fini tout ça. Donc moi je pense que je vais vraiment imprimer le courrier de la FNO et le faire parvenir aux écoles du secteur et aux collèges du secteur pour remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que je trouve qu'il y a eu trop de dérives en fait sur ces PAP et je vous en avais parlé il me semble dans un des podcasts et je vous disais je comprends pas pourquoi il y a des PAP ou des dossiers MDPH qui sont refusés juste parce qu'on fait pas de suivi ortho. Le suivi ortho c'est pas la panacée quoi, genre c'est pas automatique, c'est pas obligatoire, c'est pas parce qu'un gamin a un trouble des apprentissages qu'il va forcément faire une rééducation. Il y a des gamins qui n'ont pas envie, il y a des gamins qui compensent bien donc qui n'ont pas besoin. Enfin, je veux dire, il y a plein de raisons qui font qu'on n'a pas besoin de faire un suivi orthophonique. Et donc, le PAP ne peut pas être conditionné en contrepartie, enfin, ne peut pas être conditionné à une contrepartie de la part de l'élève ou de sa famille, notamment une injonction de suivi orthophonique. Je trouve ça super qu'ils aient enfin noté ça quelque part. On va pouvoir faire valoir un petit peu les droits de nos patients et nos droits aussi, parce que je veux dire, c'est un droit de choisir si on fait un suivi avec un enfant ou pas en fonction de la plainte. S'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de suivi. Enfin, je veux dire, c'est quand même la base, quoi. Il nous rappelle que le rôle de l'orthophonique, c'est de poser le diagnostic orthophonique. L'orthophoniste peut également apporter un éclairage quant à l'impact des troubles sur les apprentissages. Ensuite, il rappelle que le diagnostic est durable et qu'il faut des aménagements adaptés. Le diagnostic est durable, il peut évoluer, se compenser, mais le trouble ne disparaît pas. Il est donc injustifié de demander régulièrement la confirmation d'un diagnostic déjà posé en exigeant des bilans récents de moins de X années. Ça, c'est super aussi. Il y en a marre de dire oui, pour le dossier MDPH, il faut un bilan de moins d'1 an. Ça, c'est trop chiant. Après, il y a plusieurs trucs. Franchement, si vous avez accès à ce mail, n'hésitez pas à aller le lire parce qu'il est très, très, très intéressant. Et vous avez ensuite le courrier qui est téléchargeable, que moi je vais imprimer et du coup faire parvenir aux milieux scolaires qui sont proches de mon cabinet pour arrêter un petit peu tout ce délire autour du PAP et de toutes les injonctions que les familles elles peuvent avoir. Voilà, c'était surtout de ça que je voulais parler, du fait qu'il y ait des choses qui aient enfin été notées noir sur blanc et qu'on va pouvoir faire valoir au niveau des écoles et même en ESS, parce que maintenant on va être rémunéré pour les ESS, on va pouvoir aller en ESS et quand même parler du fait qu'il y ait des dérives et qu'il est inacceptable que ça se poursuive. Ensuite, on avait une autre newsletter qui était Mais que fait la FNO, il me semble. Et dans cette newsletter, j'ai vu qu'il y avait une batterie de bilan pour les patients adultes souffrant de bégaiement qui est sortie. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Nouveauté ortho-édition. Donc les bras, évaluation du bégaiement ressenti et apparent de l'adulte. Alors moi, je fais pas du tout ce genre de prise en charge, mais si vous recevez des patients qui bégayent et qui sont adultes, il y a cette nouvelle batterie française normée qui est dédiée au bégaiement chez l'adulte. Et donc on nous dit que c'est un outil complet qui croise l'expérience subjective du patient et l'observation clinique de l'orthophoniste. Ça, c'est quand même très intéressant parce qu'on sait que le bégaiement, sans le ressenti du patient, on peut pas forcément poser de diagnostic. Les bras comprend un bilan initial et un bilan de renouvellement, disponible en version manuscrite et en version informatisée, avec génération automatique du compte-rendu. Pas mal. Il nous a fallu du temps pour mettre sur le marché un outil à la hauteur des attentes cliniques, blablabla. Donc disponible fin mars, les bras. Si jamais vous suivez des patients du coup de ce type, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, c'est une superbe avancée qu'il puisse y avoir des batteries normées françaises pour le bégaiement, sachant qu'on en manque cruellement. Je trouve que c'est beaucoup de cliniques, le bégaiement, ou beaucoup de questionnaires. Et là, d'avoir quelque chose de normé, c'est vraiment top. Voilà, ça c'était assez rapide, c'était plus pour vous informer si jamais vous n'avez pas eu l'information.
Dernier sujet, je voulais vous parler du post de Charlie sur la rémunération. Alors j'ai vraiment juste parlé post de Charlie sur la rémunération. Donc Charlie, c'est la même personne dont je vous parlais tout à l'heure, Charlie Journal, dont j'ai piqué la secrétaire, qui a fait un post cette semaine sur la rémunération en orthophonie. Et je trouve très juste la façon dont elle l'aborde, dans le sens où elle dit: «Je ne comprends pas pourquoi on dit qu'on est mal payé en orthophonie. C'est faux». Et j'ai trouvé sa vidéo très bien. Enfin, je veux dire, elle explique pourquoi elle pense qu'elle trouve qu'elle est bien payée. Et en fait, la pauvre, elle s'est fait incendier par commentaires. Enfin, pas incendier, mais elle s'est pris des commentaires pas forcément sympas. Je me suis un peu crue sur Ortho Info. Vous voyez, quand je vous parlais d'Ortho Info là, et des groupes Facebook où chacun donne son avis un petit peu désagréable, je me suis un peu crue sur Ortho Info quand j'ai vu ça. Et en même temps, je comprends aussi les réponses qu'elle ait pu enfin, je comprends les réponses qu'elle ait pu se prendre. Non, il y a des fois où c'était pas pragmatique, c'était pas bien amené, etc. Mais je peux comprendre les nanas qui commentent leur propre expérience en disant que elles, ben non, elles vivent pas bien de l'orthophonie parce que c'est probable. Enfin, je veux dire, il y a sûrement des gens qui ne vivent pas bien de l'orthophonie, mais il faut quand même remettre dans un contexte de l'orthophonie en libéral. Tu peux pas dire que t'en vis pas bien si tu bosses 2 jours et demi par semaine, de 10h à 15h30. Je veux dire, c'est normal. Enfin, à un moment donné, il faut quand même être réaliste. Dans un monde où la plupart des gens font des 35 heures pour un SMIC, tu peux pas dire qu'en bossant 4 jours par semaine, par exemple de 9h à 17h30, t'arrives pas à te dégager plus qu'un SMIC. Je trouverais ça quand même assez étrange. Après, peut-être c'est possible, enfin, si vous faites des petits AMO, etc. Mais du coup, bah, peut-être qu'il faudrait réviser un petit peu les AMO que vous prenez. Ou peut-être qu'il y a aussi des orthos qui cotent pas du 14, alors que des fois ça devrait être du 14 parce qu'elles osent pas, parce que machin. Qui hésitent à mettre du 13,8 alors qu'il y a un diagnostic de déficience ou il y a un diagnostic d'autisme, etc. Mais qu'en fait, vu qu'elles, elles travaillent le langage, elles mettent du 12, du 12,1 ou du 12,6. Bah en fait, ouais, c'est normal que du coup derrière tu sois pas bien payé si tu factures pas tes FOH, si tu factures pas tes déplacements, si tu passes les cartes vitales que tous les 3 mois et que du coup t'as oublié 4 séances, bah forcément, forcément. Donc moi je trouve assez juste la façon dont elle en parle et les commentaires c'était souvent des mamans qui disaient bah non en fait une fois que t'es maman c'est compliqué d'en vivre etc parce que tu dois t'occuper de ses enfants. Mais en fait les mamans qui ont des emplois, par exemple moi je pense à ma mère qui bossait chez Carrefour et qui bosse toujours chez Carrefour d'ailleurs, elle est toujours pas en retraite la pauvre. Elle bossait au surgelé, elle se levait à 4h30 du matin, à 5h du matin elle commençait. Mon père il se levait à 6h, j'allais chez la nourrice. Ma mère elle bossait de 5h du matin jusqu'à 14h. Elle venait me chercher le soir à l'école parce que du coup elle bossait le matin. Enfin je veux dire, enfin il y a des mamans qui font par exemple du 8h30, 18h30. Elles galèrent à déposer leur enfant le matin parce que bah, c'est un peu trop tôt. Elles peuvent pas aller chercher l'enfant le soir parce qu'à 18h30 elles sont encore au boulot. Et en fait, elles s'en sortent. Et en fait, elles gagnent qu'un SMIC. Elles gagnent qu'un SMIC. Donc en fait, je comprends pas trop. Je sais pas. Peut-être que c'est parce que je suis pas dans la situation, que j'ai pas eu d'enfant, parce que là, je vois très bien les gens m'envoyer des messages en me disant ouais, mais t'as pas eu d'enfant, hein, tu verras bien. Peut-être. Peut-être, mais j'avoue que là, comme ça, j'ai du mal à envisager le fait que vous vous en sortiez pas. Je me dis, il y a des gens qui bossent plus de 35 heures par semaine pour un SMIC et ils s'en sortent. Donc en fait, il faut peut-être mettre au centre la modulation de votre exercice en fonction de votre niveau de vie. Oui, en fait, le problème, c'est qu'en libéral, nous, on n'a pas d'augmentation de salaire, sachant qu'il y a quand même le gel de l'AMO qui est catastrophique. Mais j'en parlais avec une collègue, enfin ma collègue au cabinet qui est kiné. En fait, quand tu es en libéral et que tu es une femme, le moment où tu gagnes le mieux ta vie, c'est au début de ta carrière. Et après, ton salaire, il fait que baisser. Parce qu'au début de ta carrière, tu bosses, t'es motivé, machin, t'as besoin d'argent parce que bah, t'as fait tes études et c'est un peu la merde. Après, bah, t'as ton premier enfant. Donc tu baisses un petit peu ton planning parce que t'as envie de profiter de ton enfant. Donc tu gagnes un peu moins d'argent. Après, peut-être que t'as un deuxième enfant. Du coup, bah là, tu rebaisses encore un peu ton planning parce qu'il faut t'ajuster, parce que tu as envie de t'occuper des enfants, parce que tu pas envie de les faire garder tout le temps. Donc, bah, tu baisses encore un peu ton planning, donc ton salaire, il baisse. Enfin, ta rémunération, elle baisse. Et puis après, bah, tu commences à avoir 50, 50, 50, on a peut-être un peu marre du métier, du coup, tu baisses ton planning, tu lèves le pied parce que tu as envie d'être tranquille, tu gagnes encore un peu moins. Le libéral, il faut comprendre, enfin, en tout cas pour nous, c'est que c'est pas un métier dans lequel tu peux avoir une perspective d'évolution au niveau rémunération parce que c'est pas du tout compatible avec le mode d'exercice.
Donc il faut ajuster en fait, ton exercice à ton mode de vie, à ton niveau de vie ou alors ajuster ton niveau de vie à ton mode d'exercice. Si tu as besoin de gagner 2 000 € par mois, bah, fais en sorte de gagner 2 000 € par mois. Si, quand tu bosses, tu te rends compte que tu arrives pas à te dégager plus de 2 500 mais que toi tes dépenses c'est 3 000, bah, faudra peut-être réviser tes dépenses. Faut ajuster en fait et c'est exactement ce qu'on fait dans la formation Combien de patients pour être rentable d'ailleurs. On ajuste le planning en fonction du niveau de vie. On essaye de voir quel seuil de rentabilité il faut viser, quel seuil de chiffre d'affaires il faut viser pour couvrir votre niveau de vie, mais aussi couvrir vos charges au niveau professionnel, sachant que ce seuil-là, il est tout le temps en mouvance, il va tout le temps bouger. Moi, depuis que j'ai commencé, et pourtant ça fait que 2 ans et demi que je travaille, ça va bientôt faire 3 ans, mon seuil de sérénité, il n'arrête pas de bouger. Parce que mon niveau de vie change, parce qu'on a acheté une maison, parce que j'ai acheté une voiture, parce que j'ai contracté un crédit étudiant et que là, il va bientôt se finir, parce que peu importe, il y a plein de choses qui font que dans la vie, ça bouge et que du coup, votre seuil de sérénité ne sera jamais le même. Et du coup, il va falloir adapter votre planning à votre seuil de rentabilité ou seuil de sérénité, comme vous voulez, hein, parce qu'apparemment, on ne peut pas utiliser le terme seuil sérénité sans citer la personne qui l'a soi-disant créé. Voilà, donc il faut ajuster votre planning. Voilà, c'était les sujets de la semaine. Bah écoutez, ça fait 35 minutes que je parle, on va passer aux questions. Alors, tac, archives. Et j'avais posté ça hier. Pardon, il y a la musique qui s'est mise en route. Alors, première question, est-ce que tu es intéressée par des formations cette année? Pas spécialement. Je vous avoue que je me suis pas trop intéressée aux formations cette année. Et comme je vous disais, des fois, je regarde les formations sur Phonoform, il y a rien qui m'intéresse. Je trouve que ça a l'air un peu du bullshit ou je sais pas. Si je devais refaire une formation, peut-être que je ferais en euros, surtout pour le post-AVC. Donc peut-être ça, mais pour l'instant, je sais pas. Un room tour de ton cabinet pour voir ton organisation, ce serait chouette. Eh ben écoutez, c'est noté. Le room tour, il va être très vite fait parce que mon bureau, il fait genre 10 mètres carrés. J'ai vraiment juste mon bureau, enfin ma table et mon armoire. Mais si vous voulez, je vous ferai un petit room tour si ça vous intéresse. Ensuite, comment tu t'organises pour les grandes vacances? Prise de rendez-vous en ligne, agenda papier. Alors moi, je suis en prise de rendez-vous en ligne depuis le début de mon activité. Avant, comment je fonctionnais pour l'été, sachant que j'ai fait qu'un été depuis que j'ai commencé à bosser, puisque le premier été, c'était l'été de mon diplôme, j'ai commencé à bosser fin août. Deuxième été, j'étais en remplacement. Du coup, c'est pas moi qui ai géré le planning, c'était ma titulaire. Et troisième été, je venais de m'installer et j'ai fait un système qui était complètement horrible. J'avais imprimé des agendas, enfin des calendriers papier. J'avais imprimé le mois de juillet et le mois d'août. Et j'avais demandé aux patients de barrer les jours où ils étaient pas là. Et après, j'avais fait du Tetris avec tout le monde. Enfin, j'en avais chié, mais j'en avais chié. Je vous explique pas, franchement, c'était l'horreur. Déjà, récupérer les papiers de tout le monde, checker les papiers de tout le monde, ajuster, déplacer, parce qu'en fait, le lundi, t'as un trou de 4 heures, du coup, t'essayes de regrouper. Oh là là, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Donc là, je suis quasi pour tout le monde en prise de rendez-vous en ligne. Les gens prennent rendez-vous quand ils sont dispo. Donc pour les vacances d'été, les gens prendront rendez-vous quand ils seront dispo et je comblerai les trous avec des bilans ou avec des groupes ou j'irai voir un peu plus mes patients à DOM. Mais je vais essayer quand même de bosser 4 jours par semaine. Ensuite, sujet pas ortho, mais quel est le modèle de ta montre qui te permet de suivre ton sommeil? C'est une Apple Watch. Je sais même pas quel est le modèle. Je sais juste que c'est une Apple Watch. Je l'ai achetée sur Back Market en reconditionné. Elle est très bien. Moi, elle me va très bien pour ce que j'en fais. Quand j'ai commencé à courir un petit peu, ce que je fais plus trop parce que j'ai plus le temps, j'utilisais aussi la fonction. Comment c'est? Avec le petit bonhomme qui court là, tu peux choisir exercice. Tu peux choisir l'exercice que tu fais. Du coup, ça calcule ta fréquence cardiaque et tout ça. Franchement, c'est une Apple Watch très très simple. Voilà. Est-ce que tu penses que des visiotrames le midi ce serait possible? Alors oui, j'ai fait un sondage en fait cette semaine sur les horaires et les préférences pour placer des visiotrames, mais la plupart des personnes voulaient le soir, mais je pense qu'il y a une édition que je ferai le midi parce qu'il y a forcément des gens que ça intéresse, donc j'essaierai de faire ça un midi. Le truc c'est que c'est 2 heures. Donc il faudrait que ce soit de midi à 14, que les gens soient vraiment dispo de midi à 14 ou de 11h30 à 13h30. Mais j'essaierai de faire ça. Voilà pour te répondre. Hello, comment fonctionne un amortissement en comptabilité?
Alors, je vais pas être forcément très précise parce que j'ai pas la réponse très précise, mais de ce que j'en sais et de ce que j'ai compris de l'amortissement, c'est par exemple si tu fais un gros achat, donc là tu m'as mis entre parenthèses projet d'achat d'un nouvel ordi. Si tu fais un gros achat, donc typiquement un ordi, ça peut coûter quand même assez vite cher, surtout si tu prends un très bon ordi. En fait, tu vas déduire le prix de ton ordi sur plusieurs années. Donc moi, il me semble que le prix de mon ordi, c'est sur 3 ou 5 ans, je sais plus. En fait, tu vas pas déduire, si ton ordi coûte 1 000 euros, tu vas pas déduire 1 000 euros cette année. Tu vas déduire 300 euros cette année, 300 euros l'année prochaine, 300 euros l'année d'après. Ça te permet en fait d'amortir le, le prix de ton ordi. C'est pour que tu pas une grosse déduction cette année et l'année d'après plus rien alors que tu utilises toujours l'ordi. Il me semble que c'est ça. J'espère que j'ai été claire. Suite de la question. Ah, il y avait une suite. Quels critères te semblent les plus importants pour le choix d'un ordinateur? La performance. La performance, vraiment, je pense qu'il faut quand même pas mal de RAM. Moi, je prendrais au moins 8 gigas de RAM, sachant que le mieux, c'est 16 gigas de RAM. Je m'y connais pas trop en ordi, mon mec s'y connaît mieux que moi et genre j'ai vraiment suivi ses conseils. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Mac parce que j'ai iPhone, enfin j'ai deux iPhones, j'ai mon iPhone perso, mon iPhone Pro, j'ai ma montre, j'ai mes AirPods, j'ai mon iPad. Donc en fait, j'ai pris un Mac en me disant au moins tout est relié, je fais des airdrops hyper facilement avec les documents. Si je veux envoyer un fichier, je dois pas le faire par mail, le télécharger, etc. J'ai juste à le balancer en airdrop. Mais même pour mes montages et tout, je filme avec mon téléphone, je balance mes vidéos sur airdrop, enfin sur mon Mac via airdrop. Une fois que je l'ai monté, je les rebalance via mon téléphone via airdrop. Donc c'est franchement hyper pratique d'avoir tout Apple. Mais si toi t'es plus Team Windows, regarde les RAM, aussi le temps de batterie, notamment si tu te déplaces à domicile, il faut quand même que ce soit un ordi qui tienne en batterie. Si tu fais 2-3 domiciles le matin et que t'as déjà plus de batterie, bah c'est pas pratique quoi. Voilà. C'est Après je m'y connais pas plus que ça, mais pour moi ce serait vraiment ça le plus important. Ton matériel indispensable. Alors, c'est la Totophoniste. Si jamais vous voulez aller la suivre, il me semble qu'elle fait du contenu un peu sur les études notamment. La Totophoniste. Mon matériel indispensable, purée, c'est dur parce que ça voudrait dire qu'il faut que je choisisse un seul matériel. Oh. Est-ce que si je dis genre la tablette, ça compte? Genre mon iPad. Mon iPad, j'ai tout dedans. J'ai langage oral, langage écrit.com. J'ai la preuve par 7 que j'ai mis sur ma tablette pour la lecture des textes compréhension. J'ai les Memogo en version numérisée pour les adultes. J'ai mon dossier Ponte pour les adultes. Je peux aussi faire de l'écriture. Je trouverai toujours le moyen de faire de l'écriture ou de la lecture avec Memogo ou avec des outils que j'ai dessus. Je pense que si vraiment j'avais plus rien, le matériel indispensable pour moi, c'est ma tablette. J'ai tout dessus. J'ai tout le matos qu'il me faut dessus pour travailler avec n'importe quel patient quasiment. Donc ouais, je dirais ça. Ensuite, pas de questions, merci pour ton podcast. Ça fait 20 ans que j'exerce et je découvre encore plein de nouvelles facettes de notre joli métier. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas ton prénom parce que tu as un pseudo. Merci, ça me fait trop plaisir. À chaque fois que je reçois des messages pour me remercier du contenu ou pour me remercier de ce que je peux véhiculer à travers mon compte ou à travers mes podcasts, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que c'est très difficile à exprimer ce genre de gratitude, mais je suis très 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 reconnaissante de ce que vous pouvez m'envoyer comme message de remerciement, etc. Franchement, c'est toujours quelque chose qui me touche et ça me touche encore plus quand c'est des personnes qui ont de l'expérience et qui sont dans le métier depuis longtemps parce que enfin, j'ai toujours un peu peur de pas être à la hauteur dans le sens où je me dis, bah, c'est des nanas qui ont de l'expérience, etc. Moi, elles me voient arriver avec mes gros sabots, ça fait 2 ans et demi que je bosse. Elles doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, la minette? Enfin, elle connaît rien à la vie et elle essaye de nous transmettre des choses. Et en fait, souvent, quand j'ai des retours de personnes qui ont plusieurs années d'expérience et qui me disent que c'est très chouette ce que je fais, ça me touche encore plus. Enfin, tous les retours me touchent. Même si vous êtes étudiante, même si vous avez le même nombre d'années d'expérience que moi, etc., tous les retours me touchent. Mais j'avoue que ceux des personnes avec beaucoup d'expérience, ça me fait un petit truc en plus parce que je me dis, attends, cette dame-là, elle a de l'expérience et elle trouve que moi, ce que je fais, c'est bien. Ça me donne un peu la vibe validation par les adultes. Voilà. Et bah, merci beaucoup. Franchement, ça me fait trop, trop plaisir. Si jamais vous avez des idées ou si vous avez des envies par rapport à ce que vous voulez que je transmette ou des choses dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à faire des suggestions. C'est toujours la bienvenue. Ensuite, comment s'est passée ta toute première consultation? Est-ce que tu te sentais prête? Alors, ma toute première consultation, seule, genre quand j'ai été diplômée,
J'étais stressée, j'étais en tachycardie, j'avais des suées et tout, surtout que j'étais en Martinique, du coup, parce que, comme vous le savez ou pas, moi j'ai commencé à exercer en Martinique. Ma toute première consultation, c'était fin août, il faisait une chaleur à couper en Martinique, il y avait un taux d'humidité à 90%, je pense, comme quasiment toute l'année. Enfin, peut-être pas, j'exagère, mais c'était vraiment la période de la saison très chaude et très humide. J'ai été en sueur, mais mon Dieu, vous imaginez même pas. Heureusement que j'étais dans un cabinet avec plusieurs orthos et que j'étais pas la seule à démarrer ce jour-là. Du coup, on était deux dans le même bateau avec ma copine. Et heureusement que j'avais la titulaire quand même qui était là pour me rassurer et pour me dire non mais t'inquiète là, c'est ta première séance, tu fais juste connaissance avec les patients. C'était des patients qui avaient déjà été suivis par une autre collab avant, donc je faisais pas de bilan initiaux. Elle m'avait dit, te prends pas la tête, genre là, c'est ta première semaine, tu fais connaissance avec les patients. Elle dit, limite, si tu stresses et que tu sais pas quoi faire, tu sors un puzzle, tu fais un puzzle, et puis pour la première séance, ce sera très bien. Enfin, te prends pas la tête, tu verras en allant, etc. Et en fait, c'est un des meilleurs conseils qu'elle m'a donné, je pense. Enfin, peut-être pas le meilleur, mais pour commencer, c'était un des meilleurs conseils. C'était genre, te prends pas la tête, c'est des patients qui, en plus, malheureusement, ont l'habitude d'avoir un turnover dans les orthophonistes en Martinique. Elles ont l'habitude enfin, les patients ont l'habitude de changer d'orthophoniste tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, ils sont habitués. Eux, ça leur fera juste une nouvelle tête à découvrir. Et puis, des fois, ça relance aussi certaines rééducations dans le sens où il fallait qu'il y ait un peu de renouveau pour être de nouveau motivé dans les objectifs ou pour réviser les objectifs. Et donc, en fait, la plupart du temps, pour la première séance avec les patients, ce que je faisais, c'est que bah, on se rencontrait, on discutait avec les parents, on faisait connaissance et on révisait les objectifs. On voyait un petit peu ce qu'il fallait faire, quelles étaient leurs demandes, etc. On refaisait le point sur le bilan, quel est le diagnostic, est-ce qu'il y a un diagnostic oui ou non. Et s'il restait du temps, et ben on faisait un jeu pour apprendre à se connaître. On faisait un puzzle, on lisait une petite histoire, on faisait un coloriage. Enfin voilà, franchement, c'était surtout du. Je, je sais que quand on fait des trucs, genre des formations, ça s'appelle du ice breaking. Le bris de glace, genre, c'est nul en français. Genre, c'est pour briser la glace. C'est ça en fait. C'était vraiment des trucs pour briser la glace, pour essayer de faire tout le reste en détente. Et après, c'est venu progressivement en fait. On a commencé à faire des jeux un petit peu plus axés sur les objectifs, etc. C'était très progressif et franchement, c'était nickel. Et dernière question, comment gères-tu les parents séparés qui ne... Ah, le parent, pardon. Comment gères-tu le parent séparé qui ne veut pas amener son enfant quand c'est sa semaine? Honnêtement, j'ai jamais eu ce genre de problématique, du coup, je peux pas te dire comment je le gère. C'est vraiment compliqué, mais si je me projetais sur ce genre de situation, je pense que je ne poursuivrai pas le suivi. Je pense que je ne poursuivrai pas le suivi parce que pour moi, un enfant qui vient une semaine sur deux, ça n'a aucun intérêt. Surtout s'il y a pas enfin, je suppose que du coup, le parent séparé, si déjà il veut pas l'amener, ça veut dire que forcément il fait pas les exercices à la maison. C'est évident. Enfin, s'il veut déjà pas l'amener en séance, forcément il fait pas les exercices. Donc, si une semaine sur deux, il vient pas et en plus il fait pas les exos, pour moi ça n'a aucune valeur. Il y a aucune efficacité thérapeutique possible. Donc, je pense que je suspendrai le suivi et après, moi je rentre pas dans les conflits qui ne me regardent pas. Je suis pour la paix des ménages, moi il y a pas de souci. Par contre, s'il y a pas de paix dans le ménage, c'est pas mon problème. C'est à eux de gérer. Moi j'ai déjà mes problèmes perso à régler. Je vais pas commencer à gérer les problèmes perso des autres. Donc, je suspendrai le suivi. Et après, s'ils veulent reprendre, qu'ils arrivent à se mettre d'accord, etc., je reprends, mais je suspendrai pour une raison d'efficacité thérapeutique. Alors là, le chien vient de récupérer la bouteille en plastique qui lui sert de joujou. Donne la bouteille. Tu vas faire un bruit monstre là, donne ça. Donne. Parce que là, il va faire un boucan, je vous explique pas. Ouais, je te la donne après. J'ai bientôt fini, ok? J'ai bientôt fini. Parce que là, sinon, ça va être l'enfer. Il joue avec une bouteille en plastique, sauf que comme il a fait claquer contre le carrelage, c'est... Au niveau sonore, c'est insupportable. De toute façon, j'ai fini là en plus, donc ne vous inquiétez pas, je vais pas frustrer le chien plus longtemps. Je vais lui donner la bouteille. C'était la dernière question. Et j'y ai répondu. Et ben écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine numéro 12. Semaine prochaine, du coup, à partir de demain, début de la collaboration avec Laura, la secrétaire indépendante. J'ai trop hâte. Je vous ferai un petit retour, évidemment. Et mardi soir, il y a un visiotram de langage écrit, mais il me semble que toutes les places ont été prises. Les places sont parties à une allure pas possible. J'ai dû rajouter des dates. Maintenant, je suis à 2 sessions par mois, je crois, parce que les sessions se remplissent trop vite. Donc, je pense que je vais refaire un rappel
sur, les stories parce qu'il y a peut-être des gens qui se sont inscrits il y a très longtemps et qui finalement ne viendront plus. Je vais faire un rappel en story en disant qu'il faut annuler s'ils ne sont pas là et si jamais ça vous intéresse de venir en visiotram de langage écrit, il y en a un mardi soir, le 17 mars. Sinon, le prochain, ce sera le vendredi 27 mars de 18h à 19h30. Sur celui-là, il y a encore pas mal de places, il reste 17 places. Sinon, après, ce sera en avril. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un merveilleux dimanche, une merveilleuse semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!